Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de This is My Story. Aujourd'hui, nous recevons le président de la WIF, Ludovic. Ludovic, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Je suis content que tu sois venu nous rejoindre en Guadeloupe pour qu'on puisse parler de la WIF, donc le carnaval de Montpellier. Et qui arrive bientôt, là, très rapidement. C'est ça. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on va faire, est-ce que tu peux nous présenter qu'est-ce que la WIF ? Ok, donc la WIF, c'est une association culturelle antillo-guyanaise, et même il y a un peu de Réunionnais aussi dedans par affiliation en fait au sein de la WIF. Mais du coup, voilà, c'est une association en fait ultramarine qui a pour vocation de faire la promotion de la culture afro-caribéenne en fait à Montpellier et au-delà de Montpellier, puisqu'on a déjà fait des événements à Paris, à Londres, voilà un peu. Enfin, à la Réunion, enfin un peu partout. Et du coup, notre objectif, c'est ça, en fait, c'est faire la promotion de notre culture à travers pas mal de choses. Donc, à la fois des événements festifs, donc des soirées, des différents types d'événements. Mais aussi, à Montpellier, on essaie de faire vivre justement, en fait, la vie, en fait, culturelle et associative au sein de Montpellier. Donc, avec, voilà, pas mal d'activités, des tournois de foot, des journées sportives. On essaie vraiment, en fait, d'avoir un impact et d'être présent en fait pour les étudiants et tous les ultramarins qui vivent en fait à Montpellier, dans la région et au-delà en fait. Ouais. Alors aujourd'hui, la WIF est surtout très connue pour le fameux carnaval. Oui. Pourquoi il y a autant d'engouement pour cet événement ? Alors, je t'avoue que c'est c'est assez bien. On a travaillé pendant des années. En fait, le carnaval de Montpellier existe depuis, en fait, sous la forme actuelle. En fait, il existe depuis peut-être 2007-2008, mais sous la forme actuelle depuis 2015, où justement on a essayé de reproduire vraiment ce qui se fait chez nous, en fait, ce qui se fait en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, ce qui fait en fait nos carnavals. Justement, on a essayé de les prendre et de les mettre en fait à Montpellier. Donc c'est pour ça qu'il y a des groupes à pied, il y a des groupes à peau en fait, voilà, on a il y a des chars, donc il y a vraiment en fait, on essaie vraiment de reproduire en fait ce qu'on a chez nous justement en fait en France, et je pense que c'est ce qui a plu, parce que pour le coup les gens viennent de partout en fait, ils viennent de Montpellier, enfin pour le coup, mais Bordeaux, Toulouse, Paris, on en a même de Guadeloupe, Martinique, Guyane, de Londres aussi en fait, puisqu'on a réussi à dépasser en fait le côté francophone de notre carnaval, puisqu'on arrive à toucher en fait d'autres Caribéens, puisque on fait aussi venir des DJ de Londres. Donc voilà, on essaie d'aller plus loin. C'est vraiment un carnaval caribéen où on essaie d'avoir en fait de tout mélanger, de tout mixer ensemble pour que ça puisse donner ça quoi. Puisqu'on parle de DJ, je te propose de nous faire un peu le tour du line-up de cette année qui est incroyable. Alors niveau DJ cette année, on a vraiment de tout. Alors on a DJ, alors on va commencer par on va mélanger un peu, enfin il y a DJ Peyton, DJ Greg, DJ T-Chris, DJ, enfin ça c'est pour la Guadeloupe, on a Sid, on a si tu en oublies, c'est pas grave. Voilà, mais ils t'en voudront pas, j'espère. J'espère, en tout cas, les gars, si vous m'écoutez, voilà, je vous aime quand même. Mais il y a, après, t'as DJ Max, DJ Dave, DJ Amigo, DJ Maestro, qui vient de Saint-Martin. On a DJ, on a qui encore ? On a Crix Mix qui vient de la Guyane, on a Brian qui vient de la Guyane aussi, on a Wallace, on a Skyta qui vient aussi de Guadeloupe. Enfin vraiment on a énormément de DJ Cost, DJ Killers, on a juste Natoxy, T-Fish, voilà, en vrai, je pense qu'on les a tous pris. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de sélection. Alors, en vrai, c'est ça, en fait, c'est-à-dire que tous les DJ que les gens aiment, apprécient. Ouais. Alors, ça veut pas dire que les autres ne sont pas appréciés, mais en tout cas, c'est ce qui nous est remonté, parce qu'on a essayé vraiment de faire un carnaval assez participatif, où les gens ont pu nous donner, en fait, nous dire ce qu'ils aimaient, ce qu'ils aimaient moins. En fait, on a fait un sondage en début d'année, et ils ont pu, nous échanger avec nous, et en fonction de ça, on a vraiment essayé de faire en sorte de réunir tout ce qu'ils aiment, en fait, aussi, en fait, au sein de ce carnaval. Donc oui, il y a beaucoup de DJ, donc, cette année. DJ artiste, forcément. Oui. Kalash, T-Camp. Il y a qui encore ? Moran Voyer. Meryl. Non, alors pas Meryl du coup. Il y a Michael, il y a les TBTS, Acnos, Yellow Gaza, Skinny Fabulous, Tiakola.
qui est encore... C'est déjà, Ouais, c'est déjà pas mal. C'est Hein. déjà pas mal, effectivement. C'est déjà pas mal. Il y a peut-être une petite surprise qui va arriver encore. Mais en tout cas, oui, on a essayé de faire le maximum pour avoir un événement assez complet. Voilà, niveau artistique, en fait, au niveau DJ, niveau artiste aussi. Donc voilà, on a essayé de faire ça. Ça se passe sur 3 jours. Comment ça démarre? Comment ça termine? Qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 jours? Alors, ça se passe sur 4 jours 4 maintenant. jours. Voilà, c'est ça. Avant, effectivement, c'était 3 jours. On a rajouté un jour parce qu'on a rajouté justement un concert le premier jour. Le mercredi soir, en fait, on a une salle mythique, en fait, de concert à Montpellier qui s'appelle le Rockstar. Et au Rockstar, en fait, on organise justement, en fait, justement un concert. Donc, à son concert, il y aura donc, il y aura Mikey Debouya, il y aura, Morane Voyer, Michael et Eti Kemp, du coup. Voilà. Donc le festival, enfin les 4 jours. 4 jours, on commence démarre démarre par le concert en fait le mercredi soir et ensuite il y a le jeudi, le vendredi et le samedi. Donc sur ces 3 jours, on a pris justement cette année le parc des expositions de Montpellier. Alors ça a été un grand changement pour nous cette année puisque les années précédentes, on était au domaine des Mours, donc qui a fait aussi la renommée en fait du carnaval de Montpellier. Mais on s'est rendu compte et justement par rapport au sondage qu'on a fait en début d'année que ce n'était plus forcément adapté en fait à ce que les gens en fait alors pas ce qu'ils voulaient, mais il y avait beaucoup de contraintes. Il y avait beaucoup de contraintes de transport parce que c'était loin, contraintes en fait d'accessibilité en fait au lieu, contraintes aussi il faisait froid. Alors c'est vrai que notre carnaval c'est en février, donc il fait forcément froid, mais là pour le coup il faisait vraiment froid et voilà, on a été obligé de changer, de s'adapter effectivement à ce qui était demandé et avoir un lieu plus accessible, donc accessible en tramway, donc les gens peuvent venir en tram et repartir en fait en tram et avoir en fait il y a plus de difficultés à s'échauffer, puisqu'avant on était obligé de se transformer en météorologue quoi, en fait, c'est-à-dire qu'il goûtait en fait à l'intérieur tellement en fait au départ on mettait du chauffage parce qu'on construisait vraiment en fait le lieu, c'est-à-dire qu'on avait des chapiteaux, en fait c'était un terrain vague en fait qui était vraiment vide et ensuite on mettait en fait des chapiteaux dessus pour construire en fait l'espace de soirée, voilà. Et comme au début il fait froid, donc on chauffait l'intérieur de la salle et après pendant la salle il fait chaud, donc du coup pendant la soirée il fait chaud, donc du coup là on mettait des ventilos pour attirer l'air froid de l'extérieur pour le mettre à l'intérieur. Ça devenait très technique là en fait. Donc, on a 2009 tu m'as dit le premier. Approximativement, peut-être un peu avant 2007, mais voilà, moi je sais que j'ai pris la présidence de la WIF depuis 2009 du coup, parce que j'ai pas créé l'association, donc on a repris effectivement en fait au départ du fondateur qui s'appelle Dominique Marc, du coup qui est rentré vivre en Martinique puisque on était étudiant en fait quand on a créé la WIF et quand ça a été créé en tout cas et depuis 2009 en fait je suis le président de la WIF. Comment ta candidature ou ta mandature s'est passée? Comment tu t'es intégré finalement à cette organisation? Et comment tu as vu ça évoluer pendant plus d'une dizaine d'années? Oui. Alors pour le coup, on a toujours été proche en fait de la création en fait de la WIF. C'était des amis en fait qui ont créé, donc j'ai toujours été là un petit peu avec eux, à aider de temps en temps et à participer surtout. Je faisais beaucoup la fête, donc ça a été surtout ça au départ. Et après en fait, on va dire que ça a toujours été une envie en fait, tu vois, d'organiser un peu les choses. Donc au départ en fait, je cherchais juste les salles en fait pour eux, justement pour la WIF, pour qu'on puisse avoir de nouveaux lieux pour ça. Et après au fur et à mesure en fait, voilà, je pense que ça s'est fait naturellement. Et après c'est vrai que il n'y a pas vraiment de hiérarchie en fait vraiment de là où je suis le président parce que administrativement en fait il faut un représentant. Après j'aime bien avoir des petites idées d'événements, des choses, donc ça a fait que voilà, naturellement c'est devenu moi. Mais en vrai on est vraiment dans la WIF, déjà on doit être une 60aine aujourd'hui et dans le bureau en fait à prendre les décisions, à faire tout ça, on est une 20aine. Donc je suis tout seul aujourd'hui, mais je suis pas, enfin on est vraiment une équipe, une famille en fait dans la WIF et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Ouais. Ça draine à peu près en moyenne combien de personnes l'événement? Le carnaval? Le carnaval. Alors le carnaval en soirée, environ 7000 personnes, donc par soir. Et en fait les années précédentes, cette année on espère faire un peu plus. Normalement c'est déjà bien parti pour. Et sur la place de la mairie, avant où on finissait le vider, il y avait environ, je pense, 15 à 16 000 personnes à peu près. Ouais. Alors, ça. Tu vois, les gens ont effectivement le côté festif. Ils s'amusent, ils adorent. Aujourd'hui, la renommée n'est plus à faire. Toi qui es dans l'orga, comment on organise, comment on gère
un événement d'une telle envergure? En termes d'administratif, en termes d'humain, comment ça se lead, ça, en fait? Alors déjà, ça commence à la fin de l'événement précédent. C'est-à-dire que, on doit d'abord, l'événement, une fois que l'événement se termine, on fait une réunion de débrief avec la police, avec la police, la municipalité. Et ça, c'est le protocole. Ça, c'est le protocole, en fait. Okay. Dès que ça se termine, en gros, l'événement s'organise sur quasiment une année. Donc, dès que ça se termine, on commence déjà à voir ce qui s'est mal passé, ce qui s'est bien passé, pour pouvoir, travailler sur l'événement, l'année d'après. Donc, et après, ça se fait avec plusieurs réunions avec les autorités, de Montpellier. Donc, déjà, pour fixer le cadre, pour fixer les dates, puisqu'on a la chance, nous, on organise tout du début à la fin. C'est-à-dire qu'on fait venir les groupes à pied, les groupes de percussion dont on parlait tout à l'heure. On organise vraiment tout, donc on a la possibilité de choisir notre date. Donc, dès la fin de l'édition précédente, on choisit la date pour l'année d'après. Donc, c'est vu avec les autorités. Et après, nous, on se met à réfléchir à ce qu'on pourrait proposer de nouveau sur la nouvelle année, en termes d'artistes, en termes de DJ, éventuellement de nouveaux parcours. Voilà, on essaie toujours d'avoir un peu d'innovation dans ce qu'on va proposer, pour justement, parce que ne pas proposer la même chose chaque année, que ça soit pas un peu même pour nous, c'est pas challengeant de refaire la même chose chaque année. Donc on essaie vraiment de travailler sur ça au fil du temps, et ça nous prend quasiment effectivement 1 an pour pouvoir organiser le carnaval, quoi. Et une question que je me suis toujours posée sur les festivals, etc., c'est, là aujourd'hui on voit le plateau artistique, DJ et artiste, il y a énormément de personnes. Tu vois, je te demandais comment ça se gère l'organisation, mais même au niveau du booking, parce qu'on parle d'humain, c'est l'humain qui est au centre de tout ça, que ce soit vous dans l'orga, ou les artistes, ou même les festivaliers, si on peut les appeler comme ça. Comment ça se gère un artiste? Comment si tu veux, la prise de contact se fait, pour le cacher, etc. Comment ça se passe? Alors, il y a c'est jamais la même chose en fonction des artistes, donc ça peut changer, ça va vraiment varier d'artiste en artiste. Alors pour le coup, Kalash, pour parler de lui, on a de la chance d'avoir des amis en commun, ça s'est un peu passé comme ça, et pour nous c'était une évidence cette année de l'avoir sur le carnaval. Donc ça s'est fait vraiment de façon plus intime, amicale, c'est des amis qui nous ont mis en relation, qui a fait qu'on a pu faire comme ça. Après, on a de la chance aussi que de la WIF, on a à la fois des Martiniquais, des Guyanais, on a vraiment toutes les communautés dans la WIF. Donc il y a aussi des DJ qu'on a l'habitude d'avoir et de booker, puisque ça fait un petit moment maintenant. Donc c'est par rapport à ça qu'on arrive à approcher les artistes de façon plus simple, et plus, parce c'est plus notre façon de faire, d'être plus dans la proximité avec les artistes. Et pour d'autres, pour les plus gros qu'on a pu avoir, mais par exemple Chacola cette année, on travaille avec un booker, un organisateur qui s'appelle Chino, du coup qui travaille vraiment dans le milieu. Donc on s'est rencontrés à l'occasion de notre événement que l'on a fait précédemment, et c'est grâce à lui effectivement qu'on a pu approcher et maintenant créer ces liens et faire en sorte que les artistes aient confiance, parce qu'il faut qu'ils aient eux aussi confiance pour venir à l'événement, donc qu'ils aient confiance et qu'ils puissent venir par la suite. Et lui, le booker, il se positionne comme quoi il a un catalogue d'artistes avec lesquels il est en contact de son réseau. Il vient, il te dit Ludovic, vous échangez, tu lui dis j'aimerais peut-être avoir un tel, il t'a dit ok, c'est possible, pas possible. Il y a tout de suite cette notion de tarot. Il y a déjà, est-ce que ça peut l'intéresser, l'artiste, puisque ça se trouve, un artiste peut dire moi non, je veux pas. Alors pour le coup, lui, il va d'abord écouter il fonctionne un peu comme ça. Il écoute ce que nous on veut, puisqu'à un moment on a voulu prendre Bernard. Oui, on voulait, on a réfléchi à pas mal de choses, et en fonction de ça, lui, il va chercher effectivement les connexions pour pouvoir faire ça. Après, il va donner son avis par rapport à son expérience. Il va nous dire je vois plus tel ou tel artiste, ou il va nous proposer des artistes qu'il a peut-être comme
comme tu me disais, un catalogue Sous la main, avec qui il travaille un peu plus, avec qui il a plus de d'affinité, et en fonction de ça, en fait, nous on va réfléchir, mais après nous on a déjà notre idée, en fait, on sait déjà plus ou moins qui on veut, et après c'est en fonction de ça qu'on lui demande, en fait, de trouver les connexions. J'avoue que c'est beaucoup plus simple aussi sur certaines connexions, mais par exemple des artistes nationaux ou internationaux, parce que pour le coup, en fait, ça nous évite pas de galérer, mais d'aller, de traîner un petit peu, en fait, sur ça. Lui, il a déjà un peu l'habitude et la façon, en fait, de les aborder. Après, le cachet, oui, forcément, en fait, on fixe un budget, en fait, de départ sur, le cachet global que l'on veut mettre, en fait, sur les artistes. Et après ça, en fait, en fonction, on voit ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. Mettre, ajouter ou retirer. Voilà, c'est exactement ça. Tu m'as tendu la perche du Bernard, je vais rebondir dessus. Un artiste comme Bernard, il y a déjà eu un couac, pas avec vous, mais avec d'autres organisations. Qu'est-ce qui fait qu'on se dit, lui, on teste, sachant qu'il y a déjà peut-être eu un loupé, et surtout, comment, si tu veux, on gère ça au niveau de son public, parce qu'aujourd'hui, ça se passe très bien, mais tu choisis un artiste qui est pas la tête d'affiche, mais l'une des têtes d'affiche, et tu as un souci parce qu'il vient pas pour X raisons, comment on gère ça après? Alors, pour le coup, on touche du... Pas de bois. C'est du verre, mais voilà. On touche du bois que, pour l'instant, ça nous est pas arrivé. Mais effectivement, en fait, par rapport, en fait, au public, en fait, quand on a annoncé quelqu'un qu'il vienne aussi pour ça, c'est vrai que c'est assez, en fait, difficile, en fait, de les décevoir. Et ça a toujours été ce qui notre grande hantise, en fait, c'est de décevoir, en fait, les gens, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on essaie aussi d'avoir le maximum et le plus que possible, en fait, leur avis. C'est pour éviter de décevoir, en fait, les gens, mais c'est vrai que c'est assez compliqué, en fait, effectivement, à gérer. Si un artiste qu'on a booké, que les gens veulent voir, ne peuvent pas, en fait, il ne peut pas être présent, et quand on choisit, on a parlé de Bernard, par exemple, on sait qu'il y a déjà eu, effectivement, certaines difficultés, en fait, dans d'autres événements, mais nous, on se dit que, déjà, le booker, en fait, aussi, il se porte garant de la tenue, en fait, et de la venue, en fait, aussi de l'artiste. C'est-à-dire que comme il fait tourner, en fait, un certain nombre d'artistes sur l'année, donc du coup, en fait, ils savent que avec lui, il y a une confiance, il y a une confiance, il y a un certain nombre de choses, et qu'il va les placer aussi sur d'autres événements. Donc leur objectif à eux, c'est de ne pas forcément se griller, en fait, avec. Donc ça fait que l'option du booker, en fait, c'est aussi en fait une bonne option qui permet de garantir d'avoir les artistes que l'on veut, quoi. Alors, toi, tu arrives en 2009, aujourd'hui on est en 2024. Wow. Tu t'es présenté vaguement. Qu'est-ce que tu faisais avant? Est-ce que quand tu as démarré, c'est devenu peut-être une activité principale tellement peut-être l'activité tourne? Qui est Ludovic finalement? En fait, justement, on a toujours voulu rester, on va dire, bénévole, en fait, de l'association. Moi, initialement, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, quand la journée, je suis au travail, en costume, cravate, et le soir, je suis là à travailler sur les événements, j'organise des événements, je fais des bookings, je fais tout ça, en fait. La journée, effectivement, c'est une toute autre activité. Donc, il n'a strictement rien à voir avec le milieu de la nuit, etc. Mais pourtant, ça nous a permis aussi de continuer d'avoir des rêves et continuer de faire un peu ce qu'on voulait, quoi, parce que à partir du moment où ça devient ton activité principale, c'est vrai que tu auras une réflexion qui sera plus financière, parce qu'il faut payer, en fait, ton loyer tous les mois, et c'est un événement, c'est ce qui va te permettre de le faire. Nous, justement, en fait, on a toujours souhaité que ça ne soit pas le cas, pour justement continuer à avoir de la folie, quoi. On a fait un événement, par exemple, au mois de novembre chaque année depuis 2008, qui s'appelle la BMC, où la BMC, en fait, c'est une soirée open bar champagne, alors open bulle, open bar champagne, c'est pas les... voilà, mais en tout cas que l'on fait depuis 2008, et on offre du champagne toute la nuit, en fait, aux participants. Concrètement, en fait, c'est pas un événement qui va nous rapporter de l'argent. Si on devait, en fait, vivre de cela, en fait, il y a des événements qu'on aurait supprimés, en fait, concrètement. Mais c'est
toujours cet amour de faire plaisir en fait aux gens, de les voir venir, s'amuser. Et voilà, c'est plus ça qui nous anime en fait aujourd'hui, qui fait qu'on on n'ose pas en fait. Peut-être que c'est une erreur ou je ne sais pas, mais en tout cas, on saute pas le pas en fait de faire que ça. On garde en fait quand même en fait les pieds sur terre. Et puis ça permet aussi de garder les pieds sur terre en fait, parce que d'aller travailler la journée et le soir en fait après en fait d'être dans ta ça. Passion, tu Voilà, dedans. c'est concrètement ça en fait. C'est vraiment ma passion. C'est pour ça qu'on le fait. On le fait vraiment par passion, avant que ça soit en fait un business et que ça rapporte des sous. C'est d'abord une passion. C'est d'abord cette envie en fait de créer quelque chose et de créer des souvenirs en fait pour les gens quoi. C'est vraiment ça. Alors depuis que tu es dedans, ce serait quoi? Est-ce que tu aurais une anecdote spéciale, drôle, moins drôle, à nous donner sur la WIF? Une anecdote spéciale. Je sais que t'en as même plusieurs. On va dire une déjà. Non, effectivement, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. J'essaie de me rappeler. Là tout de suite, c'est vrai que j'ai pensé en plus. La première qui te vient. La première qui me vient, c'est mais ça, tu vois, j'ai un petit coup là. Voilà. Oui. Ah oui. Oui, ouais, le Covid, oui. Effectivement, cette anecdote-là, en fait, c'est-à-dire que en 2018, ça a été 2 grosses années pour nous. C'est-à-dire que, voilà, on faisait tout, on faisait des événements, enfin, on a créé de nouveaux événements, la Havana, la Ouette, en fait, voilà, on était vraiment sur une bonne lancée. Ensuite, il y a le Covid qui arrive, en fait, en 2020. Donc, nous, notre carnaval, on a eu de la chance, on a pu le faire, en fait, en février 2020. Et du coup, ça se passe. On n'était pas encore confiné à ce moment-là. On n'était pas encore confiné à ce moment-là. On fait notre carnaval vraiment 2 semaines en fait avant le confinement. Et donc après, il y a la période Covid, donc qui coupe tout. Donc là, du coup, en fait, on se retrouve, à ne plus en fait avoir cette activité en fait, et ce qui nous fait plaisir à tous se retrouver et tout. Et en fait, quand ça repart en 2000, puisque 2021 on n'a pas pu faire du coup, 2022 quand ça repart, à un moment en fait on est de nouveau confiné en février en fait 2022 et en fait nous on a continué à travailler en fait sur le carnaval. Il y avait le confinement, il y avait rien qui nous laissait penser qu'on aurait pu faire ce carnaval, puisqu'on était confinés, les boîtes de nuit étaient fermées, en fait c'était super compliqué, mais on y croyait en fait. Et à ce moment-là, tu travailles sur quoi? Le booking, les soirées, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer? C'est exactement ça. Tu es en relation toujours avec les autorités à ce moment-là? Alors à ce moment-là, non, pas du tout. En fait, on fait nos petites affaires de notre côté avec l'ancien propriétaire, en fait, avec le domaine des mots où on travaillait. Parce que comme je disais, on construit vraiment tout. Donc moi, je lui dis, on va faire la salle comme ça cette année, on va mettre les DJ là, on travaille vraiment sur l'événement sans savoir réellement en fait qu'on pourra faire quelque chose, mais parce qu'on a cette envie et qu'on se dit que voilà ça va se faire et qu'il faut que ça se fasse. Et en fait ce qui se passe c'est que 2 jours avant la date, parce qu'on avait annoncé une date en plus, on avait mis une date, on s'était dit que c'est à cette date là qu'on allait faire le carnaval, mais sachant que c'est bloqué, il y a rien qui nous laisse penser que ça va pouvoir se faire. C'est du bluff. On y va avec l'envie, tu vois, on se dit que voilà, si nous on y croit, on sait pas, il va se passer quelque chose. Et là les tickets se prennent, ça se vend quand même ou... Non, on n'ouvre rien du tout. On peut pas ouvrir de billetterie puisque de toute façon en fait on est confiné et que légalement on n'a même pas le droit de faire l'événement. Donc on n'ouvre absolument rien. Et je te promets que 3 semaines avant le carnaval, le Premier ministre annonce que on sera déconfiné genre le mercredi avant la date que l'on avait prévue. Donc du coup notre carnaval, on le fait le jeudi, vendredi, samedi qui suivent en fait la date du déconfinement. Et donc là du coup franchement c'est l'explosion. Par contre, on organise vraiment tout au final en fait en 3 semaines. Okay. C'est-à-dire qu'un événement qu'on fait en 1 an d'habitude, ben là cette année-là en fait en 2022, on l'a organisé vraiment en 3 semaines. Oui, parce que même si tu l'as dans les grandes lignes, là, il faut passer dans le concret, je suppose les sponsors, VOE avec les autorités. C'est ça. Les tickets, vendre là par contre ça a été une explosion en fait. Je pense que là, cette année-là, qu'en 4 minutes, on a fait un sold out. Notre site a bugué en fait, tout a bugué, tout a planté en fait. On ne pouvait plus, je ne pouvais pas accéder au site pour voir ce qui se passait. Tout avait planté. On a fait un sold out en 4 minutes. On a tout vendu. Et comment ça a été le retour pour les gens?
Cette année-là, c'était extraordinaire. Ils étaient trop contents. En fait, c'était l'explosion en fait de joie. Quoi. Enfin, après une année, quasiment 2 ans même. Enfin, 2 ans, quasiment confinés. Confinés, déconfinés, etc. Retrouver le carnaval de Montpellier, revenir à Montpellier. En plus, il faisait beau cette année-là. C'était incroyable. Et ça a été vraiment une vraie explosion. Les gens étaient heureux. Alors après, il y avait toujours les conditions sanitaires. Effectivement, non, il n'y avait pas de distanciation là. C'était terminé. Mais voilà, en fait, c'était vraiment, c'était heureux, c'était incroyable cette année-là. Ouais. Ce serait quoi la recette pour un event réussi? Pour un event réussi, en fait, nous, à la base, ce qu'on s'est toujours dit qu'il fallait, en fait, c'est avoir une entrée fluide, avoir des bons DJ, du bon son, la qualité de notre sonorisation, en fait, il faut vraiment que ça soit impeccable, et un bar fluide aussi, que les gens puissent avoir accès, en fait, que tout soit fluide, qu'il n'y ait aucune frustration, en fait, quand ils arrivent, en fait, à l'événement, c'est-à-dire qu'ils arrivent, qu'ils puissent rentrer, pas de bousculade, pas compliqué. À partir de là, dès que les gens sont de bonnes conditions, en fait, pour s'amuser, après, en fait, la magie opère, quand, en fait, tout commence, et ils s'amusent, ils dansent, ils sautent, et ça devient, en fait, la vraie fête, mais que nous, on puisse maximiser les chances, justement, pour que tout soit nickel et qu'ils puissent passer un bon moment. Quoi. Alors, c'est pas une question que j'ai spécialement prévue, mais tu m'y fais penser. Ça mobilise combien de personnes un événement comme ça, en termes de sécu, toutes les équipes derrière le bar, alors, infrastructure, ceux qui montent les échafaudages, etc. Tout ça, s'il y a, je sais pas. Oui, tout à fait, oui. Alors, du coup, en une termes fourchette, je sais pas si tu as le nombre exact. Si. Alors, en termes de sécu, on a à peu près 100 agents de sécurité, en fait, sur un événement comme celui-là. Donc, pour sécuriser les lieux, pour le parking, et pour sécuriser aussi, en fait, à l'intérieur. Donc, environ 100 agents de sécurité. En termes de staff, on a 100 à 110 personnes, entre ceux qui gèrent, en fait, le vestiaire, parce que du coup, il fait froid, donc les gens leur vestent, ils ont tout ça. Donc on a du monde en fait au vestiaire, on a du monde à l'entrée, on a du monde au bar, on a du monde à la logistique. Donc tous ceux qu'on ne voit absolument pas en fait avant l'événement et qui sont là à charbonner, à porter les trucs, à tout préparer en fait pour que l'événement commence en fait à l'heure et soit nickel. Donc on a tout ça. Donc sur un événement comme ça, on manage à peu près une centaine, 100 à 110 personnes dessus. Et oui, ça fait effectivement une centaine de personnes quand même à gérer en fait sur ça quoi. Donc du stress, j'imagine, beaucoup de pression. De ouf. Franchement, je pense que s'il y a une chose qui caractérise vraiment en fait l'événement, en fait, c'est vraiment le stress. Parce que tu as beau tout organiser, tout préparer, mais une fois que les gens arrivent, tu maîtrises plus rien en fait. Tu fais tout, tu les mets dans les conditions pour qu'ils puissent passer le meilleur événement qui soit. Mais après, en fait, t'es stressé parce que tu ne sais pas comment ils vont réagir, tel ou tel line-up, en fait, parce qu'il y a les DJ, comment ils vont réagir à la nouvelle déco, nouveaux lieux, aux nouveaux horaires, en fait, tout ça. Tu t'as beau tout faire, mais après, en fait, il faut juste, c'est eux qui décident, quoi. À quel moment tu souffles? Et est-ce qu'on dort déjà la veille, les jours avant? Non, un mois avant déjà. Un mois avant, on ne dort vraiment plus. Moi, là, je ne dors pas. Je t'assure que là, je ne dors plus du tout. Donc, un mois avant, déjà, on ne dort plus. Et pendant l'événement, non, on ne dort pas du tout. On dort, très honnêtement, je pense que je dors, 1 heure. Enfin, je dors même pas. Je me couche pendant 1 heure et ensuite ça repart. En fait, pendant tout le carnaval, en fait, on est comme ça. Donc ça tourne au Q11 ans et à toutes sortes de trucs en fait qui permettent d'avoir un peu d'énergie. Mais c'est vraiment ça. Et une fois terminé là, tu dors ou pas? Non, pas du tout. Je pense que la pression vraiment redescend. Bien une semaine après. Donc pendant une semaine, on est encore sur place en fait à gérer en fait parce que avant on faisait le montage, mais il faut aussi faire le démontage, il faut aussi ramener les boissons, mais toute la partie logistique en fait, tous ceux qui devraient être là avec moi, tu vois, parce que c'est eux aussi en fait, c'est surtout eux en fait qui font tout ça. Donc on est encore pendant une semaine, minimum une semaine mobilisés en fait sur le carnaval. Et c'est après ça seulement que la pression redescend et c'est après ça seulement que on regarde. Alors après, moi, j'ai un vrai problème, c'est que j'essaie d'être connecté en fait tout le temps. Donc je lis et je regarde vraiment tout. Quand je te dis tout, c'est-à-dire que Twitter, tous les tweets, tous les messages, tous les commentaires. C'est le pire à faire, ça. Mais c'est le pire. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. C'est quoi? C'est l'envie de savoir si les gens apprécient
c'est l'envie de savoir s'ils apprécient, c'est l'envie de pouvoir toujours être dans une flexibilité, en fait, tu vois. Voir, en fait, si ce qu'on propose, parce qu'on n'est jamais sûr, en fait, dans on a nos idées, on diffuse en fait ce qu'on veut faire, mais on regarde toujours si c'est apprécié, et pour pouvoir en fait avoir cette adaptabilité là, savoir si voilà on pourra bouger les choses et faire en sorte que ça puisse toujours plaire. C'est toujours ce besoin là en fait de faire plaisir aux gens jusqu'au bout. Donc ça fait que voilà, moi j'ai un vrai problème, je lis tout. Je suis comme ça, mais pas en direct, je regarde à chaque fois tous les commentaires. Je crois ne jamais avoir vu de critique sur la WIF. Peut-être que tu me diras, si tu as lu des choses où les gens se plaignaient, et surtout, si c'est le cas, comment tu le vis? En fait, très honnêtement, j'ai l'impression qu'ils me parlent à moi, en fait. Quand je vois les critiques, j'ai l'impression qu'ils disent Ludovic, t'as fait de la merde. C'est toi. C'est quoi leur critique en général? Leur critique, l'an dernier, on a eu un problème sur des VTC, par exemple, ils ne suivaient pas le parcours qu'on avait tracé pour qu'ils puissent repartir de l'événement. C'est-à-dire qu'ils déposaient les gens, et en fait, ils faisaient demi-tour et repartaient en sens inverse. Donc, ils se sont retrouvés face à des bus que l'on avait. Et du coup, en fait, il y a un bus qui n'a pas pu, qui est rentré dans un trou, en fait, dans un canal, en fait, à côté. Et donc, du coup, ça a bloqué la circulation. Donc du coup en fait là les gens se sont plaints en fait de l'embouteillage qu'il y avait, du fait qu'ils aient pas pu en fait accéder à l'événement suffisamment tôt, et très honnêtement je te jure que pendant que ça se passe, moi je regarde et je suis en train de me dire c'est la merde. Et toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à passer des coups de fil pour savoir d'où ça vient, comment gérer le truc? En fait, j'ai pas que ça. J'ai un vrai problème, je te jure. Je pars de la soirée, en fait, et je cours, parce que je peux pas partir en voiture, donc je pars à pied pour aller au niveau du bus, voir ce qui se passe exactement. Donc là, voilà. L'an dernier, je garais des voitures. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de parking. Du coup, en fait, je suis parti de là où j'étais. Et j'ai été, en fait, dans le parking. On s'est dit qu'on va aider, parce qu'il y a des agents, en fait, qui faisaient leur travail et tout. Mais on a été, en fait, les aider. En fait, on essaie d'être partout, tu vois. En fait, on se cache pas, en fait, quand on fait un événement comme ça. Tu peux pas te cacher, en fait. Tu es obligé d'être là, d'assumer, en fait, et d'être présent, en fait, à chaque moment de l'événement. Donc, quand il y a un problème, on y va, en fait. C'est comme ça. C'est quoi le pire qui puisse arriver sur un événement comme ça? Le pire qui puisse arriver. C'est subjectif à tout un chacun. Oui, voilà. Là, tu as déjà checké la panne, enfin le bus qui rentre dans un trou, donc voilà. Ouais, donc on a changé de lieu, voilà. Voilà. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Donc c'était l'année dernière alors? C'était l'année dernière. Ok. Ouais. Problème, solution directe. Voilà, okay. Là, il a fallu changer, c'était ça. Le pire qui puisse arriver, vraiment, c'est, tu vois, c'est qu'on puisse pas faire l'événement. C'est que par exemple, ça nous est arrivé une année, en fait, c'est une deuxième anecdote pour le coup, on nous a dit, en fait, le jour même, qu'on ne pouvait pas, en fait, la salle que l'on avait déjà réservée, payée, etc., qu'on n'aurait pas eu accès pour faire l'événement. Donc, on a été obligé de trouver un autre lieu, le jour même, pour faire la soirée, une soirée du carnaval. C'était il y a bien plus longtemps, donc il y avait encore peut-être 1500 personnes en fait à l'époque dans la soirée. Mais du coup, on a dû trouver un autre lieu le jour même. Et heureusement, on a de très bons rapports en fait avec les différents lieux avec lesquels on a déjà travaillé. Donc le jour même, on trouve un nouveau lieu et ça nous permet en fait de faire une soirée. En fait, c'est la soirée fluo, le premier jour du carnaval, le jeudi soir, et ça nous permet en fait de faire cette soirée-là. Et par contre, je pense que c'est l'une des meilleures soirées que j'ai pu faire en fait au carnaval, parce que ça nous a soulagés, mais d'un point en fait, parce qu'on aurait dû dire aux gens que la soirée n'a pas lieu, et ça c'est la pire chose en fait. Je pense que ça c'est le pire moment. Le pire, en fait, ce serait d'annuler. Ça serait le pire moment, ça serait de ne pas pouvoir faire cet événement-là. C'est ça. J'imagine que quand on est aussi impliqué dans une organisation, ça prend le pas sur peut-être le côté perso. Est-ce qu'on peut en parler? Et toi, quel impact ça a eu sur ta vie perso? Dis-nous tout. Oui, non, ça a un vrai impact en fait sur la vie personnelle. Je pense que 2 mois avant le carnaval, je peux être peut-être la pire personne en fait sur cette terre, parce que tu es envahi par le stress, parce que voilà, c'est des moments qui sont très difficiles à vivre, et je pense que c'est difficile aussi à vivre pour les gens qui vivent en fait avec toi ou autour de toi en fait. Donc c'est vrai que ça a un vrai impact à titre personnel en fait. Ça a déjà eu, et ça en a en fait encore aujourd'hui en fait à ce niveau-là en fait, parce que du coup t'as ce stress.
la personne en face de toi ne va peut-être pas comprendre en fait, parce que il faut vraiment être dedans en fait pour comprendre vraiment le poids, l'impact et puis l'importance que ça a pour nous, quoi, en fait, d'organiser ces événements-là et d'être en fait, voilà, s'il y a un truc qui coince, s'il y a un problème, d'être, voilà, de trouver les solutions et puis de ne rien rater, parce que si on oublie quelque chose, si chacun qui a sa mission en fait oublie quelque chose, oui, il y aura certainement quelqu'un qui va passer derrière, mais on aura perdu du temps, on aura perdu en fait, voilà, ça peut compliquer vraiment les choses. Donc oui, sur la vie personnelle, même sur la vie professionnelle, hein, ça a des impacts. Pour le coup, je travaillais encore récemment dans une banque, voilà, en fait, depuis mon retour en Martinique. Et c'est vrai que on va dire que ma direction en fait n'appréciait pas forcément en fait ce côté en fait événementiel qu'il pouvait avoir en fait dans ma vie privée en fait. Donc du coup, ça a eu un réel impact en fait. Ça a mis terme à ton contrat, j'imagine. Oui. Ok. Ouais. Ah ouais. Mais qu'est-ce qui fait que eux arrivent au point où ils se disent ça prend trop de place, sachant que tu le fais depuis des années? Tu me sembles être quelqu'un de consciencieux et d'organisé, puisque de toute manière, pour gérer un type d'événement comme ça, il faut être organisé. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui fait que eux dans leur tête se disent, même si t'as peut-être pas la réponse, hein, ça prend trop de place? En fait, ils n'ont pas pu se dire que ça prenait trop de place, parce que pour le coup, il y a toujours cette organisation en fait que j'ai commencé à organiser des événements avant de commencer en fait à travailler puisque j'étais encore étudiant quand j'ai commencé en fait à organiser les événements. Donc ça a toujours été en fait dans mon rythme de vie en fait d'organiser tout cela, mais je pense que c'est l'ampleur que ça peut avoir, les conséquences qui peuvent y avoir en fait dans le cas où un événement se passerait éventuellement mal, même si ça reste ma vie privée, mais comme justement en fait ça a une ampleur quand même assez importante. Donc du coup, je pense que c'est ce qui leur a fait peur. Après bon, ça a pas été ça le motif indiqué en fait au départ, mais ça m'a été rappeler en fait, voilà, enfin avec des petites réflexions, enfin voilà, des petites choses qui n'étaient pas forcément en fait adaptées. C'est étrange parce que c'est ici que j'ai vécu ça, parce que pour le coup, quand je travaillais encore dans la région parisienne, la vision était différente. C'était waouh, vous faites des choses plutôt sympas dans le sud de la France. Oui, enfin, c'est du divertissement. C'est du divertissement. Voilà, vous faites plein de jeunes venir. En fait, voilà, c'était ça. Mais parce que il y a pas de lien en fait. Il y a une vraie distance en fait entre la vie personnelle et la vie en fait professionnelle qui se réduit vraiment en fait quand on travaille ici. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît en fait un peu tout le monde. Donc je pense que ça est venu vraiment impacter en fait. Est-ce que tu penses que c'est un peu lié à de la jalousie ou qui fait que les gens se disent Ludovic, non, c'est le mec qui organise. Ça fait partie des orgas. Alors, je ne veux pas généraliser parce que c'est pas forcément de façon globale, mais il y a une personne en particulier, oui. Donc, très clairement, oui, les réflexions qui sont faites, voilà, parce qu'en plus de l'imaginaire, tu vois, tu me parlais tout à l'heure de la partie pécuniaire en fait voilà, donc des réflexions genre tu as les moyens, tu vois, enfin des choses comme ça quoi, tu vois, enfin alors que pas du tout, je suis encore bénévole, enfin voilà, enfin parce qu'on met tout en fait dans l'association, notre énergie, l'argent, enfin voilà, tout est là et non, c'est vrai que c'est oui, non, c'est peut-être lié. Après, très honnêtement, enfin voilà, on fait d'une contrainte une opportunité. Ça m'a permis en fait d'avoir plus de temps pour organiser en fait voilà les événements en fait ce carnaval que l'on est en train de faire. Donc du coup en fait en soi on va dire que c'est pas plus mal. Mais quand ça arrive, toi qu'est-ce qui te passe par la tête? Est-ce qu'à un moment donné tu te dis pas ouais, c'est chaud? Est-ce que tu penses à un moment tu as pensé à arrêter? Très honnêtement, oui. Oui, on a vécu des choses beaucoup plus sombres aussi en fait dans le cadre en fait de tout cela, parce que c'est beau en fait ce qu'on voit en fait, c'est qu'on organise des événements, que c'est voilà, c'est beau quoi en fait, les gens s'amusent, etc. Mais derrière il y a le côté en fait mauvais en fait voilà de certaines personnes qui font qu'on a vécu des situations en fait très tristes en fait qui auraient pu être dramatiques même, ne serait-ce que l'an dernier en fait il y a eu une tentative en fait de braquage en fait sur un des membres en fait de notre
un des membres de notre association, du coup. Pendant l'événement. À la fin de l'événement. À la fin de l'événement, il se retrouve face à 2 hommes armés, qui essaient de le braquer, en fait, pensant qu'il avait une quelconque recette ou quelque chose, en fait, la caisse ou voilà, en fait, sauf que, non, pas du tout. Donc, du coup, il a pu s'extirper, en fait, de ça. Ça a été, on a vécu des choses, on vit des choses, en fait, qui peuvent être compliquées, en fait, par rapport à tout cela. Donc, c'est pour ça aussi que certaines fois, quand on voit, en fait, l'an dernier, ça a été vraiment, en fait, le trop-plein, quoi, en fait, vraiment. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on fait pas ça pour ça, quoi. On fait pas ça pour que nos vies soient en danger et s'il était arrivé vraiment un drame, qu'est-ce qui se passerait, quoi. Donc voilà, on a changé plein de choses, en fait, aujourd'hui, mais on a vraiment pensé à arrêter. On a vraiment pensé ça a plus le charme, ça a plus la saveur, en fait, quand on se retrouve face à ce genre de situation-là. Et on a voulu, mais on est encore là. Et comment on se remet en scène après ça? On se remet en scène quand on voit, très honnêtement, tu vois, comme je te disais, je lis tout, je regarde tout. Et en fait, quand je vois les messages positifs, les gens, en fait, on reçoit beaucoup de messages, en fait, en privé, des gens qui nous disent que c'était génial, que c'est leur meilleur carnaval, que c'est leur meilleur événement, que voilà, en fait, tout ça, en fait, que grâce à ça, parce qu'on est en plein hiver, aussi, que ça leur permet, en fait, de se reconnecter avec le pays, quoi. Et tout ça, ça donne envie, en fait, de continuer, de continuer à faire ça, parce que c'est une passion déjà, parce qu'on aime, en fait, créer de nouvelles choses, emmener les gens, en fait, dans de nouveaux endroits, nouveaux lieux, créer de nouveaux concepts même, en fait, parce que dernièrement, on a fait ce qu'on appelle le multiverse, on a fait 10 soirées en même temps à 10 endroits différents avec le même thème. Donc, du coup, pour permettre aux gens de vivre, en fait, la même soirée, en fait, il y avait la même soirée à Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Martinique, Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Montréal. Du coup, en fait, vraiment, c'est ça. C'est ça qui nous permet, en fait, de continuer. C'est d'avoir cette envie de toujours innover, de créer de nouvelles choses. Mais il y a des choses qui sont moins drôles, en fait, à vivre, en fait, dans tout ça, quoi. Tu aurais un message, peut-être, pour un plus grand nombre, justement, lié à ce type de débordements qui n'ont pas lieu d'être dans une association qui finalement est là pour donner du plaisir, partager du plaisir aux Antillais, aux Antilles, aux Guyanais et même plus. Même plus, mais c'est vraiment même plus parce qu'aujourd'hui on touche vraiment, en fait, des Montpelliérains, en fait, qui viennent. Mais un message, en fait, non, j'ai pas forcément de message, en fait, c'est juste de venir profiter, en fait, quand ils viennent, de profiter, en fait, des événements, s'ils peuvent nous soutenir, de se soutenir, en fait, entre eux, en fait, dans l'événement, parce que c'est ça, en fait, c'est de la prévention, c'est de la bienveillance, d'être plus, en fait, de cet esprit-là, et c'est comme ça qu'on pourra continuer, en fait, s'ils veulent que l'on continue, ce sera plus, en fait, ce sera plus comme ça, quoi. Ce serait quoi le meilleur conseil que tu te serais donné au Ludovic de 2009 quand il arrive enfin, pas quand il arrive, puisque tu étais déjà... prend la présidence, avec tout ce que tu as vécu, les hauts, les bas. Ouais, je pense que ça serait plus de lâcher prise, quoi. De ne pas prendre les choses personnellement. Soit quand je vois un message sur Instagram, ou sur Twitter, je le prends personnellement. Pour moi, on me parle à moi. Et c'est vrai que si on m'avait dit, en fait, ne prends pas les choses personnellement, continue à faire ce que tu aimes sans forcément les prendre autant à cœur, je pense que ça serait le message ou le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne au départ. Ouais. Tu y arrives aujourd'hui ou non, c'est un peu compliqué? Toujours pas, vraiment pas. Non, franchement, c'est comme ça, en fait. Après, ça fait, depuis 2009, ça fait déjà un certain temps qu'on fait ça. On a pris de mauvaises habitudes. J'essaye aujourd'hui, enfin, je suis conscient, en fait, de ça, en fait. Donc, j'essaye aujourd'hui de moins prendre ça, à cœur. Mais après, c'est aussi ce qui nous permet aussi de vouloir améliorer les choses, parce que si tu n'as pas cette passion si tu n'écoutes pas, en fait, les critiques ou ce qu'on peut dire, en fait, de ce que tu fais, tu peux pas t'en sortir et tu peux pas progresser. Après, il faut savoir garder le bon, garder le moins bon, et puis laisser la méchanceté certaines fois, en fait, de côté, quoi, parce que des fois c'est méchant quand même. Ouais. Donc 2024, nouveau lieu. Ouais. Toujours dans cette recherche d'innovation et de réponse à une problématique. Ouais. C'est quoi la vision d'après? La vision d'après, là, du coup, c'est...
comme on dit, en fait, tu sais, chaque année, en fait, c'est step by step qu'on progresse et c'est ce qu'on a toujours fait. On a toujours eu effectivement cette vision, en fait. Le parc des expositions, ça a toujours été dans un coin de ma tête. Je me rappelle qu'à chaque fois que je passais, en fait, à côté, en fait, puisque c'est le parc des expos, il est assorti des plages, en fait. Quand on sort de la Grande Motte à Montpellier, tu sors des plages, tu passes juste à côté. Il y a l'Arena, en fait, c'est un grand truc et il y a toujours, en fait, le nom des artistes qui vont passer, en fait, sur l'écran, en fait, noté. C'est vrai qu'on se disait toujours, ouais, un jour, il y aura marqué la WIF. Et ça s'est fait au fur et à mesure. Donc là, effectivement, ce sera la vision déjà, c'est pérenniser en fait, voilà, l'événement, faire en sorte que ça se passe bien déjà en fait cette année, pour que l'an prochain en fait ça se passe encore mieux. Et après en fait, voilà, continuer à améliorer chaque année, à chaque fois en fait les événements en fait en fonction de ce qui va ressortir aussi, de comment ça va se passer. Ce sera vraiment ça en fait. C'est vraiment step by step. On a une vision effectivement à plus long terme, mais bon, on la garde un petit peu pour on la garde un peu pour nous, mais voilà, au fur et à mesure on essaie d'améliorer un peu les choses, ouais. C'est ça. Et quand vous décidez, c'est à Montpellier, ça a toujours été à Montpellier? Ça a toujours été à Montpellier, oui. Comment les politiques locales, comment eux ils ont accueilli finalement cette aventure? Alors au départ, on était vu vraiment comme des marginaux, quoi. En fait, non, faut pas. Voilà, vous avez déjà vu le carnaval un petit peu martiniquais encore plus. Voilà, les gars en tutu, buste nu avec des paillettes, voilà, certaines fois en string, quoi. Enfin voilà. Je voulais pas le dire, mais voilà. Chez nous on est moins comme ça. Voilà, c'est ça. C'est ça en fait. Nous, il faut qu'on arrive à mixer un peu tout ça, avoir à la fois un petit peu de carnaval de tout le monde, mais nous, l'exubérance en fait que l'on peut avoir dans notre carnaval, ça fait que oui, ça a été, on était vus effectivement comme des marginaux et après, on va dire que aujourd'hui, c'est rentré vraiment dans le tissu économique en plus de l'Hérault en fait de Montpellier. Je me rappelle qu'une année, j'appelle un hôtel en fait pour un partenariat, pour qu'on puisse loger en fait des artistes, des choses comme ça. Et ils me disent oui, mais c'est pas une période creuse pour nous maintenant. Il y a le carnaval entier. Donc c'est vraiment rentré dans en fait la culture économique en fait, en tout cas de Montpellier, où les restaurants marchent bien, les hôtels sont remplis. En fait, voilà, ça fait partie en fait de tout cela. Et donc du coup, comme ça fait vivre aujourd'hui la ville pendant le mois de février en fait sur Montpellier, du coup aujourd'hui on est beaucoup plus accompagné en fait. En tout cas, on est beaucoup plus entendu, pas forcément accompagné, mais entendu en tout cas dans ce que l'on fait. Et je sais qu'on a eu un chef de la police à un certain moment qui nous a vraiment aidé. Il a été là, il a compris ce qu'on faisait, il a compris qui on était, il a pris le temps de parler avec nous et il nous a dit bon voilà, je vois ce que vous voulez faire, je vais vous aider et à partir de là ça a débloqué pas mal de situations, pas mal de choses, mais voilà, on le remerciera pas suffisamment, mais ça nous a beaucoup aidé parce que du coup on était voilà, en fait, sans les autorités, en fait, on peut rien faire. C'est-à-dire qu'avant le carnaval, on est à la préfecture, on est à la police, il y a les pompiers, il y a la TAM, en fait, c'est le service de transport de Montpellier. Il y a tout ça, en fait, qui rentre en compte. Et on doit travailler, en fait, avec tout le monde pour faire en sorte que ça se passe bien. Donc aujourd'hui, ça se passe bien. J'espère que ça va continuer comme ça et voilà. Mais en tout cas, c'est bien accueilli en tout cas aujourd'hui. Et du coup, c'est vous qui vous proposez un plan en disant bon, on va faire ça comme ça, il y aura tant de personnes. Et eux derrière disent bon, on va mettre tant de policiers, d'officiers, etc. C'est comme ça? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on arrive avec le projet en fait de l'année, avec les dates, avec le nombre de groupes, avec le char, avec voilà le trajet que l'on veut faire. Après, on a dû changer aussi certaines fois en fait les trajets. Il y a certaines choses qu'on n'a pas pu faire par rapport à il y a une année, depuis 2018, année Gilets jaunes, on pouvait pas en fait. Ils avaient peur qu'on se rencontre. Donc du coup ils nous ont dit voilà, vous irez par là, et les gilets jaunes qui manifestent en fait ils ont parlé, on a dit ouais, nous c'est pas une manifestation en fait, c'est pas, on revendique pas quelque chose en fait, nous c'est la fête quoi, en fait c'est beau, les gens sont déguisés, sont tout ça. Ils ont dit oui mais justement pour voilà, on peut faire que ça soit, pour ne pas qu'il y ait d'amalgame du coup. Donc c'est vrai que cette année-là en fait on a dû changer un peu le parcours, mais ils nous ont jusque là en fait ils nous ont accompagnés en tout cas à ce niveau-là encore, enfin ils nous écoutent en tout cas. Je devais qu'on arrive déjà au terme de notre échange. Okay. Question mythique chez nous, comme ça on saura tout de suite si tu l'as déjà regardé ou pas. C'est quoi ta définition de la réussite? J'ai dit regarder l'émission. Non, pour moi la définition de la réussite, en fait c'est,
la définition, ce sera pas un autre mot, en fait, pour moi, c'est vraiment la liberté. C'est la liberté, en fait, pour moi, en fait, à partir du moment où tu es libre de faire ce que tu aimes, de continuer, en fait, à travailler ou à créer, en fait, de nouvelles choses, en fait, pour moi, c'est vraiment ça, en fait, la définition de la réussite, c'est à partir du moment où tu arrives à avoir la liberté, ou même dans ta tête, en fait, de pouvoir faire ce que tu aimes, c'est ça, en fait. Pour moi, ça serait ça. Voilà. Aujourd'hui, tu as réussi ou pas? Pas encore, pas suffisamment en tout cas. Mais on essaie en tout cas de faire en sorte que d'être plus libre et puis de pouvoir proposer plus de choses. Donc c'est un peu ça. En tout cas, c'est ce que nous on te souhaite. Merci. Est-ce qu'on peut rappeler les dates? Carnaval de Montpellier du 21 au 24 février 2024, donc cette année. Donc ça commence le mercredi cette année avec le concert et ensuite ça se déroule en fait tout le long comme d'habitude, avec une petite exception, c'est-à-dire qu'on finit effectivement un petit peu plus tôt les soirs au Parc des Expos, mais après il y a des afters. Donc c'est beaucoup plus long en fait cette année. Ça commence vraiment à 19h et tu peux finir en fait à 6h du matin. Donc tous les jours, plus le vidé qu'il y a le samedi, donc la parade commence à midi. Elle finit en fait à peu près à 19h et ensuite tu enchaînes avec le Parc des Expos, avec les afters, avec tout ça. Donc là c'est un carnaval non-stop. C'est les Jeux Olympiques, donc là c'est un gros marathon. Donc il faut être en forme. Il faut être en forme cette année. Ouais. Il y a encore des places, on peut encore. Il y a encore des places, il reste encore. Alors le concert pour le coup non, il est sold out. Mais pour le parc, du coup ça a été aussi ça. En fait, on a pris un lieu beaucoup plus grand pour accueillir plus de monde parce qu'on a une demande qui était grandissante. Donc du coup il reste encore quelques places, peut-être plus bientôt. Donc voilà. Vous savez en tout cas ce qu'il vous reste à faire. Prenez vos places avant qu'il n'y en ait plus. Ludovic, je te remercie. Merci à toi. Et puis, beaucoup de bonnes choses pour la suite. Avec plaisir. Peut-être une petite immersion, on ne sait pas, on verra. Hein. Je t'invite à venir, justement. Ce sera le moment pour toi, de voir un petit peu tout ça, comment ça se passe, comment on est à l'intérieur. Et justement, de vraiment vivre ça, en fait, de l'intérieur. Donc, tu es le bienvenu au Carnaval de Montpellier. Et comme ça, tu verras comment ça se passe. Affaire à suivre. Ok. Allez. Ciao. Ciao. Coupé.